On vous propose de reprendre le fil de nos réflexions, de nos discussions sur une nouvelle session consacrée au parcours clinique des patients douloureux chroniques. Donc merci à nos présentatrices que je vais vous présenter, qui sont au nombre de 3. Fanny Miller au micro, psychologue clinicienne en structure douleur et en psychiatrie de liaison au CHU de Brest, membre de la commission professionnelle psychologue. Ensuite, s'en suivra une intervention de notre collègue Séverine Conradi, psychologue clinicienne, docteur en psychologie, qui exerce dans la structure douleur du CHU de Nancy et membre de la commission professionnelle des psychologues de la SFETD, et par ailleurs chargée d'enseignement universitaire. Alors, nous devions avoir une intervention pour terminer de Françoise Hirsch. Malheureusement, elle est retenue, donc c'est Véronique Barfetti qui assurera sa communication. Françoise est par ailleurs psychologue clinicienne à la structure douleur chronique du CHU de Toulouse, ancienne membre de la commission professionnelle et psychologue de la SFETD, et chargée également d'enseignement universitaire. Je laisse la parole à Fanny. Nous t'écoutons. Merci. Alors, je vais vous présenter la plainte pas si simple de l'évaluation au suivi. Alors, dans le langage commun, le mot plainte semble avoir davantage une connotation péjorative qu'en médecine ou en psychologie. Forme substantivée du mot plaindre, sa portée n'est pas la même selon qu'il se présente à la forme pronominale ou non. Se plaindre est péjoratif et renvoie soit à l'expression de sa peine ou de sa souffrance, par des pleurs, des gémissements, des paroles, ce qui revient à se lamenter, soit à l'expression d'un mécontentement dans l'idée de protester. Mais plaindre quelqu'un renvoie à la compassion, considérer quelqu'un avec un sentiment de compassion, de pitié, témoigner de la compassion. Il peut renvoyer aussi à un certain mépris, énoncé avec ironie, et on dit d'ailleurs parfois qu'il vaut mieux être plus à plaindre qu'à blâmer. Et le verbe s'énonce encore différemment dans un autre contexte où il signifie pourtant la même chose, porter plainte. Et il peut enfin renvoyer à la perte ou au deuil, plaindre un ami disparu, plaindre sa jeunesse dans le sens de regretter. Les structures accueillant des patients douloureux chroniques qui présentent des douleurs chroniques et les professionnels de santé qui y travaillent sont les réceptacles quotidiens de plaintes en tant qu'expression et manifestation de la douleur. Comment est-il possible d'accueillir, d'entendre, de supporter à longueur de journée ces plaintes récurrentes, chroniques? Comment évaluer, entendre, comprendre, traduire la plainte de ces patients? Comment l'accompagner et qu'est-il possible d'en faire? Dans ce contexte, quel peut être l'apport du psychologue exerçant dans ces structures douleurs et que peut-il rapporter de cette plainte? Comment? Voici un petit peu, alors voici la plainte et voici comment le psychologue peut acheminer la plainte. D'abord, le discours rapporté de la plainte, puis la rencontre avec la plainte, traduire la plainte, comment le psychologue peut rendre la plainte tolérable et enfin accompagner la plainte. Le discours rapporté de la plainte. En structure de douleur chronique, c'est par un symptôme corporel, via le corps réel, que se manifeste la plainte et la demande du patient, adressée en premier lieu à un médecin somaticien. C'est ainsi que la plupart des psychologues qui exercent en SDC accueillent en consultation pour évaluation psychologique les patients seulement après qu'ils aient d'abord rencontré le médecin algologue, qui a donc été le premier à accueillir cette plainte, suivi parfois d'un second professionnel de la structure, alors soit un médecin qui a une formation spécifique sur la région endolorie ou encore sur le traitement de celle-ci, ou encore l'infirmier ressources douleur. La demande de consultation psychologique est donc généralement formulée par l'un de ses protagonistes et censément au nom du patient lui-même.
Que cette demande soit transmise au cours d'une réunion pluridisciplinaire telle qu'un staff ou une RCP, ou bien par courrier, compte rendu de consultation ou même parfois par mail, la première évaluation du psychologue est alors une évaluation, une lecture du discours de la plainte qui s'avère donc être un discours rapporté. Rapporté dans le sens où le soignant qui l'a reçu en premier tente de relayer, sinon d'expliciter cette plainte. Il tente lui-même de la rapporter, de la présenter, mais en décrivant essentiellement sa dimension sensorielle. Cette plainte a alors déjà subi une certaine traduction, transformation, voire interprétation. Et si une demande de consultation psychologique a précisément été formulée, c'est que cette plainte ne s'avère vraiment pas simple. Régulièrement, en effet, les patients adressés aux psychologues par les somaticiens présentent des douleurs inexpliquées. Alors, entendre inexpliquées d'un point de vue somatique, ou bien la plainte présentée est considérée comme en excès, ou encore plainte et souffrance peuvent être considérées comme disproportionnées. Mais les études rapportent que les soignants ont encore tendance à sous-estimer la douleur du patient, ce qui se vérifie d'ailleurs par l'appréciation d'échelle en hétéroévaluation. D'autant plus si les examens médicaux reviennent négatifs, c'est-à-dire s'ils concluent à une absence de lésion organique objectivable à l'imagerie. Régulièrement, les soignants, la médecine, se désintéressent du symptôme, de la douleur, et donc de sa plainte si elle n'est pas rattachée à une pathologie organique. Et pourtant, cette plainte somatique qu'est la douleur est un moyen de s'adresser à la médecine, aux soignants. Il s'agit d'un symptôme moins péjoratif, dans le sens d'une potentielle vraie maladie connue et reconnue par le médecin, par la médecine. Et il permet aussi de masquer la détresse psychique. Il est parfois plus facile de dire « j'ai mal » plutôt que « je suis mal ». Dans cette adresse, et donc dans ce réadressage à un autre, lorsque le somaticien adresse le patient au psychologue, ne peut-on pas y voir là une tentative de diffuser, au sens de répandre, disperser cette plainte, et par là même diffuser, disperser, diffracter son caractère insupportable afin de la partager pour finalement la rendre plus tolérable ? N'est-ce d'ailleurs pas la demande implicite formulée par le soignant aux participants de la RCP et aux psychologues en particulier ? Dans l'écoute de ce discours rapporté de la plainte, le psychologue écoute et observe alors, d'une certaine manière, la plainte de la plainte du soignant vis-à-vis de la plainte du patient, la manière dont on lui dépose cette plainte, et il tente de comprendre ce qu'on peut en attendre de lui. Vient alors la rencontre avec la plainte. Le moment pour le psychologue de rencontrer cette plainte, le fond de cette plainte, son essence, et le message qu'elle représente lors de la rencontre avec le sujet. L'évaluation psychologique va en effet consister, entre autres, à déplier, décrypter, décoder, évaluer cette plainte, l'analyser, analyser son discours, sa place et sa fonction dans l'histoire et l'économie psychique du patient. Est-ce la plainte d'un symptôme ou la plainte est-elle le symptôme ? Comment exprime-t-il cette plainte ? Avec quel langage ? De quel corps se plaint-il, réel, symbolique ou imaginaire ? À qui s'adresse cette plainte ? Pourquoi et comment ? Que cherche-t-elle à montrer, à démontrer ou à faire entendre ? Et quelle est la demande implicite ou inconsciente derrière cette plainte ? Dans ce sens, le psychologue favorise, on va dire, la construction d'un savoir contextualisé et réélaboré au regard de la réalité psychique du patient, nous dit Séverine Corindi, Bertrand Lyonnais et Raphaël Mingard. Il accueille et recueille les diverses modalités de la plainte pour permettre au sujet d'entrer dans son propre processus d'appropriation subjective de sa souffrance douloureuse, nous dit Anne-François Ayaz, et il invite à une élaboration et une mise en sens de la souffrance psychique, et il permet que le pourquoi cette douleur devienne le pourquoi cette douleur, comme nous dit Osterman. Mais comment le psychologue fait-il cela ? Comment y parvient-il ? Avec quel savoir-faire ? Car avant même ce travail d'analyse de la plainte, avant de lui donner un sens, la rencontre, l'échange, et plus spécifiquement l'entretien clinique, permettent en premier lieu au psychologue d'écouter cette plainte, de l'accueillir, mais aussi de l'entendre et surtout de la valider. En effet, le patient cherche avant tout à être entendu dans cette plainte
et il cherche à vérifier qu'il a bien été entendu et qu'on le croit, qu'on ne remet pas en cause l'existence de cette plainte et avec elle l'existence d'une causalité à cette plainte. Il est en recherche d'une sorte d'accusé de réception de cette plainte. Dans cette adresse à l'autre, cet accusé de réception passe précisément par l'expression de la croyance en la réalité et la légitimité de la douleur, nous dit Raphaël Mingeard. Car son appel à l'autre est aussi et surtout, avant tout, un appel à la reconnaissance, nous dit Élodie Cavreau. Et cela implique avant toute chose l'écoute et le respect de la plainte et de la souffrance. Moutel nous dit, et ses collaborateurs, la douleur symptôme qu'il faut comprendre et traiter est également une douleur relation qu'il conviendrait de ne pas occulter derrière des techniques de plus en plus efficaces, mais qui ne remplaceront jamais la parole ou la présence de l'autre, le semblable. Et Élodie Cavreau de rajouter aussi, c'est parfois à nous, psychologues, que revient le rôle d'incarner cet autre et par notre présence, notre étayage, notre analyse, de faire du lien interpersonnel la voie d'accès à la souffrance et le véhicule de son apaisement. Or, il arrive souvent que les tentatives de réassurance des soignants, réassurance qui émane d'une certaine aptitude maternelle des soignants, ces tentatives de réassurance arrivent trop précocement, parfois dans la rencontre avec le patient. En effet, avant d'être rassuré sur le caractère grave de la symptomatologie douloureuse, ou même sur la conclusion d'une présence ou d'une absence de pathologie quelconque, ou sur l'existence de thérapeutiques pouvant le soulager, le patient cherche avant toute chose à vérifier que la plainte a été reçue, entendue. Dans ce contexte, s'empresser d'expliquer le fonctionnement d'un syndrome douloureux, ses mécanismes de chronicisation, ou même leur expliquer et leur proposer un plan de traitement peut s'avérer bien prématuré si nous ne leur renvoyons pas avant toute chose cet accusé de réception. Et il est primordial que celui-ci soit exprimé empathiquement afin qu'il témoigne de notre effort de compréhension. J'entends votre souffrance, j'entends votre difficulté, ou j'imagine à quel point ce doit être difficile étant donné la situation. Et on évitera soigneusement et précisément le terme « je comprends ». Parce que, assez classiquement et logiquement, la réponse formulée qui revient est non. Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas à ma place, nous renvoyons alors à la singularité et subjectivité du sujet, de sa plainte, de son symptôme et de son vécu. Et d'ailleurs, accepter que l'on ne puisse pas comprendre d'une part et pouvoir le signifier au patient, d'autre part, en veillant bien sûr à la manière de le formuler, peut s'avérer ici tout à fait opportun. Cela renforce encore la validation et l'entente de cette plainte. Voyons maintenant comment la traduction et l'interprétation de cette plainte participent aussi à la légitimation. Traduire la plainte, puis, après la consultation, en réunion pluridisciplinaire, le psychologue tente d'apporter un éclairage sur cette plainte. Dans ce troisième temps, il s'agit alors de tenter de faire entendre ce qu'il y a dans cette plainte et de l'interpréter, la traduire. Alors, la définition d'un interprète est la suivante. C'est une personne qui traduit oralement une langue dans une autre, ou bien celle qui est chargée de faire connaître les volontés, les intentions d'un autre. Enfin, c'est celui qui exécute une œuvre musicale, vocale ou instrumentale, qui joue un rôle au théâtre ou au cinéma. Il me semble que le psychologue répond à toutes les définitions de l'interprète. En traduisant la plainte, il incarne ces différents rôles avec une certaine créativité. Mais que peut-on alors rapporter de cette rencontre, de cette plainte, voire de la rencontre de cette plainte? Que peut-on en dire? Que disons-nous et qu'est-ce que l'on ne dit pas? Est-ce simple? Parce qu'il est parfois plus difficile de dire des choses simples et simplement. Comment rendre partageable ce qui ne l'est pas? Car cette plainte renvoie aussi au registre de l'intime. Comment être garant de l'intimité et de la subjectivité de la plainte sans tenter d'en dire davantage pour justifier, voire même faire accepter une analyse psychopathologique? Alors comment peut-on? Comment le fait-on? Comment mesurons-nous la pertinence de nos interventions lors d'une transmission orale telle que pratiquée en staff ou en RCP? Notre effort est finalement peut-être d'humaniser cette plainte, humaniser au sens de la rendre plus humaine, c'est-à-dire plus dans le sens de mieux supportable à l'homme, tel que le Larousse définit ce terme, mais aussi lui inspirer de l'intérêt. Pour ce faire, régulièrement, nous tentons d'historiser la plainte, c'est-à-dire de la faire figurer dans une histoire de vie, au travers d'événements significatifs, infantiles, familiaux, professionnels, économiques, sociaux, sans forcément nommer précisément leur contenu, ni la nature du caractère effractant, traumatique de ces événements, mais juste ce qu'il faut pour mettre la lumière sur un fonctionnement, au travers de ces événements, décrire une dynamique psychique singulière. Et c'est là toute la difficulté.
Il est nécessaire de faire preuve d'une certaine agilité d'esprit, capacité d'adaptation, adapter son discours, son langage, choisir précisément les mots, mais aussi sélectionner des informations pertinentes, parce que éclairantes, en dire quelque chose sans en dire trop, mais suffisamment quand même, afin que ce discours s'avère signifiant et opérant. Et c'est ainsi que nous cherchons à tendre vers la construction d'une représentation rassemblée du sujet, en mettant en récit la plainte, en racontant la douleur. Véronique Berfetti-Servignas, Séverine Corradi et Bertrand Lyonnais nous disent « L'objectif étant de rendre compréhensibles les mouvements inconscients du sujet, éclairer la fonction de la douleur, permettre d'entrer dans une prise en charge du sujet qui prenne en compte plainte, demande, corps et psyché. » Comment pouvons-nous rendre la plainte tolérable ? Il s'agit aussi pour le psychologue, dans cette rencontre à plusieurs, de permettre une ouverture au dialogue, d'inviter au dialogue, de permettre à la parole de circuler pour permettre de supporter la plainte, le discours saturé de la plainte et de son potentiel anxiogène, de supporter l'insupportable, car renvoyant le soignant à son impuissance vis-à-vis de la persistance de cette douleur. La plainte a aussi tendance à diviser les équipes soignantes. Rubio nous dit « Son irruption bruyante perturbe l'entretien, moteur infatigable, produisant les mêmes demandes à des adresses successives. Elle induit des réponses différentes, créant une discontinuité dans les soins, voire le risque que les équipes désinvestissent les patients, secondairement au diagnostic, comme cela peut être le cas lorsqu'un diagnostic d'hystérie a été posé pour un patient d'un service de neurologie par exemple. » Cet échange à plusieurs, parce qu'il est nécessaire que ce soit véritablement un échange, permet finalement de circonscrire la plainte, de lui donner des limites contenantes et de réfléchir collectivement aux éventuelles propositions thérapeutiques. Mais c'est parfois dans l'interstice, lieu de passage, espace-temps, entre deux activités institutionnelles, que le psychologue permet aux soignants de réguler la plainte, en étant le dépositaire de la souffrance engendrée par l'impuissance, mais déposée temporairement au travers d'éléments bruts. L'interstice devient alors complémentaire de la réunion institutionnalisée en participant d'un travail de régulation des tensions psychiques par cette zone tampon qu'il propose, nous disent Fourquès et Constantino. Ainsi, le psychologue peut aider l'équipe comme le patient à tolérer la plainte malgré sa répétition et parfois l'agressivité associée à laquelle il convient bien sûr de ne pas répondre. Et Véronique Berfetti-Servignas, Vibotique, Anne Masselin-Dubois et Florence Reiter de nous dire la répétition de la plainte et des échecs thérapeutiques mobilise régulièrement lassitude, frustration et impuissance chez les soignants. Il est donc essentiel de repérer ces mouvements pour éviter tout contre-transfert forcément délétère et pour proposer un suivi opérant. Et bien sûr, l'écoute attentive du psychologue, de son propre contre-transfert, peut le préserver de cette tentation de se justifier et lui permet d'entendre les mouvements affectifs, projectifs et défensifs que traversent les équipes, indice sur la situation clinique telle qu'elle se joue entre patient et soignant. Et du côté du patient, comment lui permettre de tolérer, supporter l'objet de cette plainte ? Qu'en faire ? Alors d'abord la valider, comme nous l'évoquions dans la première rencontre avec le patient, mais il convient de la valider également collectivement. Et le passage en staff ou RCP permet aussi de témoigner de cette validation. On m'a dit que mon dossier devait être discuté par plusieurs personnes en réunion. Cela a-t-il été le cas ? Ainsi, le tampon dans le dossier patient de la réunion pluridisciplinaire participe aussi à cet effet accusé de réception. Et ensuite, comment accompagnons-nous cette plainte ? Il s'agit en premier lieu de laisser émerger cette plainte, de proposer une écoute attentive. Offrir au sujet un espace d'expression de la plainte, puis de décharge émotionnelle, alors soit verbale, soit corporelle, via éventuellement les approches à médiation corporelle notamment. Il convient ensuite de suivre l'évolution de cette plainte, les différents mouvements affectifs qui l'accompagnent, puis il s'agit d'observer la manière dont le patient s'en décale, s'en décentre, comment l'échange peut commencer à concerner d'autres domaines de la douleur. Et comment cette plainte douloureuse vient progressivement faire place à une ou des plaintes, disons, plus universelles. La plainte d'un manque de considération, d'un manque de soutien ou d'aide, un manque d'infection, de l'expression d'une perte, de difficultés relationnelles, la plainte d'un empêchement, d'une incapacité, voire même d'une incapacité à se réaliser. Finalement, des plaintes que l'on retrouve assez classiquement en psychopathologie et en psychothérapie. Mais lorsque la plainte douloureuse en était jusque-là l'expression, le discours saturé de la plainte faisait d'abord obstacle à l'expression d'une demande, disons, élaborée,
puisque elle en était jusque-là exclusivement adressée aux somaticiens. Le travail de la plainte favorise finalement le travail de la demande. Elle devient alors le point d'appel de la rencontre avec le psychologue et le nouveau vecteur des échanges possibles dans l'entretien clinique. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit bien sûr pas de chercher à faire disparaître cette plainte, mais peut-être permettre au patient de la nuancer. J'ai mal, mais je vais mieux, entendons-nous souvent. Cette phrase sous-entend la persistance de la douleur, mais elle aussi nuancée, c'est-à-dire une douleur plus tolérable, un seuil de douleur plus acceptable, une acceptation qui n'est pas une résignation et qui ouvre vers une amélioration de la qualité de vie, une moindre souffrance, un meilleur sommeil, une remise en mouvement physique et psychique, une amélioration de l'estime de soi, des relations sociales, une réappropriation du corps qui ouvre d'ailleurs vers la vie tout simplement, puisque comme nous dit Burlou, quand un douloureux va mieux, le discours de la douleur fait place au discours de la vie. Il peut exister autrement que par la plainte. Là se trouve la dimension créatrice, dans l'écart volontaire entre la demande et la réponse, nous dit Rubio. Favoriser une décentration de la plainte. Travailler autour d'une décentration de l'attention et des investissements psychiques par un large recadrage permettant à la personne de replacer ce phénomène parmi d'autres, comme le désir, le social, les projets, nous disent Maximilien Bachelard et Antoine Bioy. La plainte douloureuse cesse alors d'être surinvestie. Merci. Merci beaucoup. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir proposé de présenter ce topo, même si celui-ci reste quand même toujours assez difficile, puisqu'on aborde un sujet qui peut parfois être assez délicat. Je vais donc essayer de vous présenter quelques éléments autour de la réflexion des échelles des outils, mais surtout de réfléchir à ce que l'on va pouvoir en faire. Et notamment, avant de pouvoir aborder ces différents éléments, c'est pas le bon. Alors, pardon. J'ai oublié de partager. Je vais tout d'abord arrêter le partage. Ah, pardon. Excusez-moi, j'essaye de rattraper le temps, mais du coup... C'est bon, voilà. Donc, avant d'aborder cette notion d'échelle et d'outils, je voulais quand même revenir à visée introductive sur l'apport des psychologues dans les connaissances sur la douleur. Et notamment, je rappellerai les travaux de Melzack, qui reste celui qui a permis d'ouvrir la porte, sans mauvais jeu de mots, sur la modulation de la douleur, et qui a permis de passer de ce système réflexe que vous voyez sur la gauche de votre écran à un système beaucoup plus complexe et un phénomène complexe qui s'inscrit donc dans plusieurs niveaux en interrelation en permanence. Et Melzack en arrive même à proposer une théorie autour de la matrice de la douleur et du soi corporel qui semble tout à fait intéressant et faire le lien, notamment sur ce que l'on peut travailler au niveau des psychologues, sur l'identité, l'épreuve en soi et l'éprouver en tant que tel, et ce que cela va donner lieu chez le patient et chez l'individu qui est confronté à la douleur. Ces différents éléments ont permis notamment de pouvoir travailler autour de la neuroplasticité et autour des modèles de chronicisation. Et notamment sur le côté des modèles de chronicisation, la neuroplasticité aurait été trop loin à développer. Je reciterai les travaux notamment de Vlaïen, psychologue en Belgique, autour de la kinésiophobie et la peur de la douleur, et les travaux d'Herta Flor en Allemagne, qui, à partir de ses 20 années dans le travail qu'elle a fait de recherche fondamentale, arrive à formuler cet engrenage qui parle bien aux cliniciens qui travaillent en consultation douleur, puisqu'on y retrouve différents éléments tout à fait intéressants et qui nous paraît assez éclairant de ce que l'on est amené à rencontrer. Alors vous pourrez me dire, là tu t'égares, Séverine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas là-bas alors qu'on t'a demandé de parler des outils? J'avais juste envie de parler du terrain d'abord, parce que ça détermine quand même ce que l'on va utiliser comme outil. Et c'est justement pour ça que je voulais revenir dessus, puisque dans la plupart de ces théories qui ont été élaborées par ses collègues, on utilise différents outils que le psychologue va ensuite utiliser en clinique.
Alors, la base reste l'entretien clinique, et merci Fanny de l'avoir rappelé, puisque de toute façon, c'est notre outil de base. Alors, je ne vais pas le décrire, puisque celui-ci, on l'a tous travaillé dans notre formation, mais on oublie des fois de le rappeler que c'est quand même notre outil de travail principal, et que c'est celui qui fait aussi la valeur ajoutée du psychologue. Et cela, quelle que soit notre formation. Et ça aussi, par rapport au titre unique dont a rappelé Antoine tout à l'heure, on a tous travaillé l'entretien, et notamment l'entretien clinique. On peut des fois s'appuyer sur des grilles d'analyse ou pas, ça c'était variable en fonction d'eux. Et je vous invite à découvrir le chapitre 4 du livre Le psychologue en clinique de la douleur, qui du coup redécrit différents éléments autour de ça, si vous avez besoin d'aller plus loin. Là où moi je voulais aller, c'est autour de la psychométrie et la question de la psychométrie. Cette psychométrie, qui est un ensemble des méthodes d'évaluation utilisant les outils standardisés et scientifiquement validés, qui permettent notamment de mesurer les composantes psychologiques, mais qui nous permet aussi d'aller au-delà dans la compréhension des phénomènes psychiques d'un sujet. Là aussi, tous les psychologues dans notre formation initiale, on a dû se coltiner les cours de psychométrie. Alors je dis coltiner, c'est pas pour rien, parce qu'en général, c'était ceux qu'on n'aimait pas trop. Et pourtant, ils sont tout à fait intéressants et nous permettent ensuite de pouvoir aborder quelque chose. En tout cas, moi, j'apprécie d'avoir pu côtoyer notamment Paul Dickès à l'époque, puisque j'ai eu la chance de faire partie de ces dernières promos, et c'était tout à fait intéressant, même si au départ, j'avais rien compris. Il m'a fallu 10 ans pour comprendre après, une fois que je travaillais. Il n'empêche que la psychométrie relève quand même de la spécificité du psychologue. Et j'ai bien aimé, Fanny, aussi, tu as fait référence au savoir-faire du psychologue. Et c'est justement là aussi un élément très important, parce que la psychométrie relève de notre savoir et de notre savoir-faire. On est attentif aux qualités psychométriques du questionnaire utilisé. On est dans une démarche de cotation spécifique aussi, parce qu'il ne suffit pas de cocher les cases et de faire des calculs. On est souvent sur des éléments un petit peu plus complexes, avec notamment différentes modalités qui sont mises en place dans le questionnaire. J'ai cité les items inversés, mais on peut des fois avoir des calculs de score étalonnés, par exemple, qui nous amènent à pouvoir être sur des démarches un petit peu plus complexes. Et en clinique, on va être aussi très attentif à ce qui se passe autour de la passation, notamment le non-verbal, la non-réponse, l'impact peut-être potentiellement de certains troubles cognitifs. Et on sait bien qu'en douleur, l'attention, la capacité mnésique est également mise à mal par les différents éléments-là. On va donc être attentif à tous ces éléments dans la passation et l'utilisation de la psychométrie. Alors, je rappelle toutefois que la psychométrie, elle s'est surtout développée dans la recherche, puisque souvent, on va l'utiliser dans cet objectif, notamment le fait que ce soit un modèle original de collecte et de traitement des données, permettant de construire des théories psychologiques ou de les vérifier. On retrouve une certaine objectivation par le recours notamment à des chiffres, qui sont du coup beaucoup plus malléables sur notamment le caractère reproductible, comparable et analysable statistiquement. Et souvent, cela nous permet de confirmer ou d'infirmer le lien potentiel entre différentes variables. Du coup, tous ces éléments-là sont tout à fait intéressants pour pouvoir avancer par rapport à la science, si je puis dire, mais en même temps, on est aussi très vite confronté aux limitations de cette objectivation. Et on va être amené à pouvoir aller au-delà du simple recueil des données. C'est l'analyse des données qui va être importante, c'est-à-dire qu'un chiffre en lui-même sorti de son contexte n'aura pas du tout le même sens en dehors de ce contexte. Je rappelle toutefois que la passation des tests est une situation expérimentale de par son caractère reproductible et les consignes qui s'y rattachent, permettant ainsi d'avoir un dispositif qui peut être assez intéressant dans cet objectif. Mais là où la psychométrie est très intéressante, c'est quand elle est associée à une démarche mixte, c'est-à-dire associant une démarche qualitative et quantitative. Et notamment la recherche dans les interventions complexes est tout à fait intéressante dans cette perspective et nous permet des allers-retours tout à fait intéressants et pas juste de faire une photographie figée à un moment, à un instant T. L'idée, c'est de pouvoir aussi avoir une dynamique qui soit perceptible par différents moyens. Je vous cite ici les différents questionnaires qui sont traduits en français et validés en français. C'est un travail qu'on avait fait dans le cadre du livre « Le psychologue en clinique de la douleur ». Vous retrouvez ici les principaux. J'ai pas détaillé comme dans le livre, j'ai juste repris les différents éléments. Et on voit que, notamment, les questionnaires autour du coping spécifique à la douleur, le catastrophisme, la TAMPA, c'est par rapport à la kinésiophobie, l'ICPD, c'est l'inventaire des croyances et des perceptions associées à la douleur, et le dernier questionnaire qui est autour de l'acceptation
qui a également été travaillé. Alors vous voyez qu'au bout il y a 3 petits points parce qu'il y en a qui sont encore en cours de d'élaboration ou de validation. On retrouve notamment le POM autour du profil d'activité. J'oublie à chaque fois l'injustice perçue, qui est également un élément qui a été travaillé ces dernières années par Sullivan. Et on retrouve donc encore d'autres qui sont en cours de validation parce qu'il y a quand même quelques labos qui travaillent dessus, pas assez à mon sens, mais on en a quelques-uns, et qui sont quand même attentifs à cette validation. Je voulais vous présenter notamment, pour vous montrer ce qu'il peut être possible de faire, un exemple d'un travail fait par une équipe canadienne de Clayman et Katz, qui, auprès donc d'une population de 444 patients qui vont subir une chirurgie majeure, ils ont réalisé une démarche exploratoire avec donc une analyse des différents facteurs possibles, mais aussi une analyse de l'ordre supérieur qui permet de pouvoir évaluer la structure des facteurs sous-jacents à 3 questionnaires. Alors, cela a permis notamment d'utiliser donc 3 questionnaires, la PAS-20 sur l'anticipation anxieuse de la douleur, le PCS sur le catastrophisme et l'index de sensibilité anxieuse, de pouvoir faire utiliser ces 3 questionnaires, de les travailler pour pouvoir aboutir à un facteur supérieur qu'ils ont nommé la valeur traumatique à la douleur. Et cette valeur traumatique de la douleur donne lieu à un questionnaire composé de 12 items, si je me souviens bien, qui, quand il est utilisé auprès d'une population clinique, semble beaucoup plus intéressante dans l'évaluation et la détermination des phénomènes, et notamment corrèle beaucoup plus que l'évaluation du TSPT, par exemple, du trouble du stress post-traumatique. Donc, on est dans quelque chose qui peut devenir s'affiner, en fait, par ces démarches-là. Et je relèverai que, du coup, Ayash, en 2023, a travaillé sa thèse sur ce questionnaire et permet de pouvoir envisager une utilisation. Elle demande toutefois de poursuivre les études, car pour le moment, justement, que va nous donner ce chiffre et comment nous allons interpréter ce chiffre? Alors, quels sont les écueils de la psychométrie? Il y a les qualités psychométriques, la validité du construit. Qu'est-ce que l'on fait justement du score seuil? Est-ce que veut dire si on a un score seuil? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique pour le patient, pour le clinicien, et puis pour la suite? Quels sont les scores également par rapport aux différents facteurs qu'il peut y avoir dans ces différents questionnaires? Ce sont des éléments qui nécessitent toutefois d'être à chaque fois retravaillés pour chaque questionnaire pour pouvoir avoir une qualité intéressante de l'outil utilisé. Je voulais attirer votre attention sur une deuxième écueil que l'on retrouve souvent, c'est la transposition culturelle. Souvent, ces questionnaires ont été élaborés par des équipes canadiennes ou anglo-saxonnes et donc sont validés auprès de la population qu'ils rencontrent. Et notamment Rosenzel en 83 avec une démarche observationnelle, c'est-à-dire souvent soit dans une situation de soins qui peut générer des douleurs, comme par exemple en l'occurrence les soins dentaires à l'époque, ou alors la démarche expérimentale de la main dans un bac d'eau gelée. On va donc pouvoir observer différents éléments de réaction et on va permettre de pouvoir collecter ces données-là d'une manière exploratoire autour du ressenti, de l'éprouvé, des pensées, permettant ainsi de pouvoir obtenir suffisamment de contenu pour élaborer un questionnaire qui sera ensuite travaillé auprès d'autres populations et confirmé dans son intérêt et sa validation. Rosenzel, à l'époque, a sorti une échelle composée de 8 sous-échelles où il retrouvait des stratégies cognitives, des stratégies comportementales et 2 items qui étaient sur le contrôle perçu face à la douleur. Là où c'est intéressant, c'est que ce questionnaire-là, quand on l'utilise en France, et notamment c'est le travail d'Ira Chabal, une équipe de Bordeaux, si je me souviens bien, en 2008, qui a fait un travail formidable sur ce plan-là. Si on regarde du côté de la validité statistique, on ne retrouve que 5 stratégies, et notamment exclusivement les cognitives. Les comportementales se retrouvent pas d'une manière suffisante auprès de la population française, et les 2 items sur le contrôle perçu étaient également difficiles. Donc du coup, l'utilisation du questionnaire requiert un travail spécifique pour pouvoir avoir quelque chose d'adapté à la population. Probablement parce que, d'une manière culturelle, les francophones français ne réagissent pas de la même manière que les anglo-saxons ou la culture peut-être canadienne. Et on retrouve donc un intérêt à pouvoir être vigilant parce que parfois la tentation serait grande de prendre un questionnaire, de le traduire et de dire que c'est bon, une fois qu'on a traduit le français, c'est bon. Or non, on est dans une démarche tout à fait autre et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que l'on puisse le rappeler car ça reste de la spécificité là aussi du psychologue et de nos connaissances de base. Le dernier écueil que je voulais faire, c'est qu'on a des fois tendance à utiliser des questionnaires qui viennent notamment de la psychiatrie ou qui peuvent être utilisés dans d'autres domaines et qui ont été validés souvent dans ce domaine et de l'appliquer auprès de notre population douloureux chronique.
ben là, on peut avoir quelques difficultés parce qu'on a notamment, et c'est notamment dans le cadre de la dissociation qui reste un de mes chevals de bataille, si je peux me permettre. En tout cas, je trouve que c'est tout à fait intéressant de travailler dans le domaine de la douleur. Ben, on est un peu coincé parce qu'il y a beaucoup d'outils, mais très peu validés en français. Et en plus, quand on les utilise auprès de la population de douleurs chroniques, eh ben, on a souvent une suractivation du questionnaire. Ça veut dire qu'on a beaucoup de positifs. Alors que, comme si ce questionnaire-là n'était pas suffisamment discriminant ou ne nous permettait pas de pouvoir en fait être suffisamment aidant auprès de la population douloureuse. Alors on retrouve, vous l'avez sûrement déjà entendu, quelque chose de similaire autour de la dépression, puisque du coup l'utilisation de certains questionnaires en dépression peuvent être aussi suractivés auprès de la population douloureuse. On a la même chose autour du trauma d'ailleurs. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, il faut là aussi une certaine prudence dans l'utilisation des questionnaires et donc d'être attentif et développer des études pour pouvoir aussi mieux comprendre ce que l'on va faire ou ce que cela va nous amener auprès de la population qu'on rencontre. Une des hypothèses d'explication, c'est qu'il y a probablement des items très communs en fait à la perception douloureuse et à la dissociation qui font que ce questionnaire-là est d'une manière trop importante, activé d'une manière trop importante. Donc, vous l'avez compris, ces échelles d'auto-évaluation semblent intéressantes, mais relèvent d'une pratique déontologique et scientifique particulière. Elles reposent sur une validité du construit, des qualités psychométriques et des qualités test-rest-test, et ainsi de suite, à pouvoir intégrer. Donc, il y a un bagage derrière ces outils-là qui est nécessaire. Il faut être vigilant à l'adaptation de la population et la transposition culturelle. On retrouve des conditions de passation spécifiques aussi, qui peuvent avoir un impact sur ce que va remplir le patient. Est-ce qu'on le fait en présentiel? Est-ce qu'on le fait remplir au domicile? Tout ça sont des éléments importants à prendre en compte. Et ce sont des outils développés initialement dans la recherche avec certaines applications cliniques. Alors vous me diriez, dans le traitement de la douleur, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh ben, ça rejoint ce qui est autour de l'évaluation psychologique et notamment donc de l'intérêt de pouvoir peut-être utiliser la psychométrie dans cette évaluation psychologique. Je rappelle ici les conditions recommandées dans le guide des bonnes pratiques et je rappelle 3 travaux qui ont été faits sur les recommandations du SDRC, de la douleur neuropathique et de la neurostimulation implantée qui pour tous les 3 rappellent l'intérêt de pouvoir favoriser soit une intervention du psychologue, soit une évaluation de celle-ci. Alors du coup, peut-être que la psychométrie peut nous aider à identifier et que notamment, vous connaissez probablement l'impact du catastrophisme sur la chronicisation de la douleur. Je vous ai dit tout à l'heure, la kinésiophobie fait partie des éléments. Il peut être intéressant du coup de pouvoir identifier si on retrouve ces différents éléments-là et comment ils interagissent entre eux, parce que parfois on peut par exemple avoir de la kinésiophobie sans catastrophisme. Donc ça peut peut-être être intéressant de pouvoir individualiser par rapport à ces différents éléments. Mais là où on peut aller au-delà de simplement la présence ou pas de tel phénomène, c'est de pouvoir le mettre en relation avec les éléments plus globaux du patient et notamment ce que l'on retrouve le plus souvent en clinique de la douleur, autour de la dépression, de la problématique anxieuse, mais aussi autour du trauma et de pouvoir travailler autour des liens qu'il y a entre ces différents éléments-là. Parce que ce qui peut être intéressant, c'est notamment de pouvoir adapter l'intervention. On ne va pas du coup intervenir de la même manière quand la kinésiophobie est présente dans une problématique, par exemple, de trauma, ou quand la triade que je présente ici peut être le reflet d'une dépression à un niveau assez important, ayant un impact sur les capacités du patient à faire face à la douleur. On va donc aussi travailler autour de la temporalité de la prise en charge et notamment de la notion de parcours, parce que peut-être qu'il sera nécessaire de travailler tel élément avant de faire tel autre. Tout en plus que la perception psychométrique, on peut des fois la refaire et qu'il peut y avoir un intérêt dans l'évolution et le suivi de ces éléments-là. Donc l'identification est intéressante, mais l'interprétation l'est tout autant et c'est justement là où le savoir-faire du psychologue va se jouer. Je voulais également attirer votre attention sur le fait qu'une passation psychométrique n'est peut-être pas si observationnelle que ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe du côté du sujet. Quand il remplit les cases, il perçoit quelque chose de son fonctionnement. Il peut y avoir aussi des réactivations émotionnelles. Alors des fois qui peuvent être connues, c'est-à-dire que le patient a l'habitude de réagir quand on évoque ces éléments-là. Parfois, elle peut être surprenante. Parfois, même il va dire « je ne peux pas remplir ce questionnaire-là parce que c'est trop difficile pour moi ». Là, c'est une donnée clinique qui sera intéressante en tant que telle, même si on n'aura pas le chiffre. Il peut y avoir différentes activations de biais qui peuvent être présents, dont le plus connu est la désirabilité sociale. C'est pour ça que les questionnaires sont construits aussi pour essayer de limiter l'impact de ce biais.
Mais là où c'est tout à fait intéressant, c'est le retour de la psychométrie, parce qu'il y a le patient remplissant un questionnaire a le droit de savoir ce qui ressort de ce questionnaire et de ce que l'on va en faire. Et ce retour donne lieu à un échange avec le patient tout à fait intéressant, lui permettant d'accéder à quelque chose de l'ordre de son propre fonctionnement, d'une certaine prise de conscience de certains éléments et surtout de la définition ensemble de ce que l'on va en faire. Ça rejoint notamment ce qui est proposé dans le dispositif d'évaluation thérapeutique de FIN, qui peut être tout à fait intéressant. Et donc l'utilisation de ces outils-là permet une forme de cheminement, d'élaboration, permettant ainsi de pouvoir avancer aussi sur cette complexité de la douleur chronique. Donc nous sommes dans le cadre d'une véritable intervention par l'utilisation de cette psychométrie, avec une fonction de médiation, puisque la discussion que l'on va avoir avec le patient après est tout à fait intéressante sur ces éléments-là. Et s'inscrit cette intervention dans un cadre beaucoup plus large. Et c'est ce cadre-là qui est intéressant. C'est pas simplement le fait de faire passer ou pas les tests, c'est dans quoi et dans quel cadre celui-ci intervient, et notamment le cadre du bilan psychologique dans notre mission principale d'évaluation, reste une manière au patient de pouvoir se raconter, de se découvrir, et c'est ça qui va être du coup très intéressant pour cette clinique si complexe. Je vous présente ici justement le bilan psychologique que je suis amenée à proposer depuis maintenant une quinzaine d'années à la consultation douleur. Donc le retour est plutôt assez intéressant. Donc en général, je pose 3 rendez-vous d'emblée avec des entretiens cliniques à chaque rendez-vous, une évaluation psychométrique. Parfois, il peut y avoir d'autres outils que la passation psychométrique peut être utilisée, et un retour après avec le patient et une élaboration du projet thérapeutique. Et c'est justement tout ce cheminement qui est intéressant, avec aussi une traçabilité pour le patient, comme pour l'équipe, comme pour le psycho, qui sera mis dans le dossier. Je pense que ces dispositifs qui semblent assez complexes, 3 heures pour un patient, c'est quand même pas évident dans nos cliniques actuelles de pouvoir se l'autoriser. Et en même temps, c'est quelque chose qui me semble nécessaire pour pouvoir aborder cette clinique de la complexité. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai été très rapide, j'ai pris mon TGV, mais je voulais respecter le timing. J'espère que j'ai été assez accessible. Voilà. Nous allons donc faire un exercice de dissociation, puisque je ne suis pas Françoise. Je suis en côté, bazar, hein. Non, mais je vais y arriver, Voilà. Et je me mets un timer parce que je suis moins au point. Je vais donc vous lire le texte de Françoise Hirsch, qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, à son grand regret, et comme elle l'a souhaité, je ferai quelques commentaires. Alors, s'interroger sur demander un avis au psychologue pour quoi faire renvoie à la définition de pourquoi, qui signifie dans quel but, pour quel objectif. Si on rajoute le faire, la question sera donc d'en connaître la finalité. Pour ainsi dire, il s'agit de qualifier les fonctions du psychologue au sein d'une équipe. Il faut rappeler que dans la prise en charge de la douleur, on s'entend sur le fait que celle-ci, champ limite entre somatique et psychique, est à comprendre comme un état de sensation corporelle, de l'ordre du déplaisir, intimement lié à la question de l'affect. Ce que le patient éprouve sur le plan somatique, il va aussi le vivre sur le plan affectif et psychologique. Dans ce contexte, il est impossible de ne pas envisager le patient dans une globalité somatopsychique, et si la douleur est toujours à envisager dans un contexte, dans une histoire de vie, ceci sous-entend
que l'équipe soignante prenne en considération l'importance de la dimension psychique et de la singularité de l'expérience douloureuse vécue par les patients. Et là, elle me cite, donc voilà, je me cite, la clinique de la douleur nous confronte à des problématiques complexes, par moments intriquées, avec différents phénomènes que la rencontre avec le psychologue tendra de percevoir, d'élaborer afin d'ouvrir sur une prise en soins étayante. Ce schéma montre la nécessaire complémentarité somatopsychique pour appréhender la subjectivité de la douleur et donc que les savoir-faire et les savoir-être de chacun s'articulent dans cette prise en charge. Dans le cadre de cette réflexion, lorsque elle dit, je parle pour Françoise, lorsqu'elle a demandé aux somaticiens avec lesquels elle travaille les raisons qui l'amènent à orienter un patient vers une consultation avec un psy ou une psychologue, leurs réponses sous la forme d'un questionnement ont été les suivantes. Y a-t-il une participation psychogène dans l'expression du symptôme douloureux? Autrement dit, pouvez-vous faire une évaluation psychopathologique et déterminer plus précisément s'il existe un trouble particulier susceptible d'influencer le symptôme dans sa pérennité, ou bien pouvant même être à l'origine de celle-ci. De façon résumée, dit-elle, éclairez-moi sur l'organisation psychologique de ce patient et de sa participation à l'apparition et au maintien de la douleur. Dans la plupart des cas, les somaticiens ont repéré des éléments dépressifs, souvent réactionnels à la douleur, mais pouvant être aussi parfois à l'origine de celle-ci. Et dans ce contexte, ils souhaiteraient orienter le patient vers une prise en charge, je me suis perdue, psychothérapeutique qui suggère aux somaticiens en évoquant le fait qu'elle sera complémentaire de la leur et qu'il pourra leur être proposé éventuellement une technique spécifique visant à une amélioration de leur état psychologique et somatique. Les médecins interrogés suggèrent également que pour certains patients chez lesquels ils pensent repérer, je dis pense, un psychotraumatisme, il est indispensable qu'ils rencontrent un spécialiste du soin psy. Néanmoins, pour autant que cela soit justifié ici, l'intervention du psychologue en psychopathologie de la douleur ne se résume pas à la dépression et au trauma. Je rajoute donc, il s'agit donc de faire appel à un psychologue pour sa connaissance de la psychopathologie. Dans son activité clinique en structure douleur, le psychologue est en charge de cette évaluation clinique et psychopathologique. Évaluation de la personnalité, évaluation thymique, antécédents psychopatho, vécu corporel, on l'a déjà dit tout à l'heure. Il s'attache donc à l'intégration de la problématique en jeu dans l'expression du symptôme et va viser au soulagement, quelle que soit la méthode. Je reprends le topo de Françoise. Enfin, il existe certains somaticiens qui, confrontés à un échec thérapeutique, orientent systématiquement le patient vers un psychologue en pensant pouvoir ainsi trouver un relais ou bien tout simplement se soulager d'une prise en charge sans efficacité notoire. Et j'ajoute, probablement qu'une des fonctions du psychologue est d'aider le somaticien à supporter le temps psychique du patient, l'échec de son arsenal thérapeutique et surtout son impuissance. Il convient pour le clinicien d'aider, le clinicien psychologue évidemment, d'aider le médecin à se dégager du réel de l'histoire médicale contre lequel parfois il se cogne. Le psychologue, par son questionnement, suscite une réflexion chez le somaticien et dans l'équipe évidemment, et il accompagne cette réflexion dans ce questionnement de la compréhension humaine. Cela ouvre à un dialogue parfois mis à mal par les somaticiens qui se sentent impuissants en ne répondant pas à la demande première de soulagement de leurs patients, légitimant une possible errance tant sur le plan diagnostique que thérapeutique. Je rajoute, l'éclairage clinique du psychologue favorise une réassurance chez le somaticien, des élaborations psychiques, une mise en sens féconde pour ses futures interventions. Il va viser à finalement essayer, en tout cas chez le praticien somaticien, une meilleure distance vis-à-vis des problématiques du patient qu'il pressent parfois, sans toutefois pouvoir en faire quelque chose, dans une prise de conscience et la symbolisation des répercussions sur eux-mêmes des souffrances du sujet. Il contribue alors, je parle toujours du psychologue, ainsi à favoriser chez le médecin, le somaticien, dans l'équipe, un travail d'élaboration psychique qui va mobiliser des ressources personnelles. En d'autres termes, le psychologue clinicien permet de prendre conscience des mouvements psychiques mobilisés dans la rencontre avec le patient et de mieux percevoir ce que revêt le pouvoir parfois excessif du soignant. Et ça, j'insiste, c'est vraiment important. On y reviendra.
Je reprends. S'agissant maintenant du psychologue, lorsqu'on lui demande un avis, on considère que celui-ci peut être garant de la dimension psychique et émotionnelle du patient. Le psychologue va s'intéresser à la temporalité psychique, à la subjectivité du patient, permettant une grille de lecture et de compréhension différente du symptôme, facilitée par son expertise en clinique de la douleur. En conséquence, cette spécificité va permettre à l'équipe soignante d'adapter la thérapeutique, d'approcher le patient dans une perspective pluridisciplinaire, transdisciplinaire, pluriprofessionnelle, et donc intervenir auprès de lui en préservant l'intégrité psychique du patient et en lui permettant de trouver peut-être en chacun du professionnel un étayage particulier qui répondra à ses besoins et à sa demande singulière. Plus précisément, la spécificité de la prise en charge du patient va être liée aux ressources de celui-ci, à sa capacité de mise en sens, de mentalisation, c'est-à-dire de représentation et de symbolisation. Et je pourrais ajouter, ce que permet la démarche diagnostique du psychologue, c'est d'éclairer ce que vit le patient douloureux, ce qu'il traverse sur le plan psychique, ce qu'il vit. Elle rend possible également, lorsque les équipes se connaissent bien, la possibilité d'enrayer l'escalade des examens. Elle justifie la réintroduction d'une temporalité propre à l'histoire du sujet qui donne ensuite accès à une autre dimension de la douleur en dehors de cette organicité dans laquelle le patient s'est installé. Et cette démarche, elle est essentielle pour la prise en charge du corps souffrant dans un aller-retour somatopsychique nécessaire. Vous savez, psychique et non pas psychosomatique. Si le psychologue doit rester maître du choix de ces techniques, il doit aussi pouvoir éclairer la pertinence de ces analyses. Et les savoirs acquis doivent se transformer en une parole qui va s'inscrire chaque fois dans une relation singulière, c'est-à-dire parole pour le patient, parole pour les proches, parfois, parole pour l'équipe, parole pour le médecin avec qui peut se discuter le choix d'une orientation, d'une prise en charge. Cet échange, qu'il soit formel ou non, ne peut prétendre au dévoilement de l'intime du patient, on est bien d'accord. La parole du psychologue se situe donc dans cet interstice un peu particulier qui articule compréhension du sujet et prise en charge, rendre compréhensibles les mouvements inconscients du sujet, éclairer la fonction de la douleur, permettre d'entrer dans une prise en charge du sujet qui prenne en compte la plainte, la demande, le corps et la psyché. Je reprends le topo. Les savoir-faire des psychologues tiennent également aux techniques qu'ils peuvent proposer dans les dispositifs dans lesquels ils accueillent les patients. Et donc vous voyez, Françoise a fait toute une petite liste qui est évidemment pas du tout exhaustive. Et elle nous dit, pour donner quelques exemples, on peut proposer au sein de ce type de consultation des thérapies à médiation corporelle. En effet, la douleur physique, si présente au premier plan dans tous les entretiens, nous amène souvent à penser une prise en charge qui combine les éléments classiques d'entretien clinique et la prise en compte du corps. C'est pourquoi nous proposons parfois de combiner une relaxation, un training autogène de Schuss par exemple, et l'entretien clinique. Ceci permet au patient de s'apaiser, de prendre contact avec ses émotions et donc de libérer en partie son imaginaire, facilitant peut-être l'association libre. Dans un second temps, pour certains patients, il sera possible d'accéder à un véritable travail psychothérapeutique. Jusqu'à présent, dit-elle, j'ai rapidement exposé en termes d'intervention et d'objectifs ce que poursuivent les somaticiens et les psychologues acteurs au sein d'une même équipe. Si l'on se situe maintenant du côté du patient, de sa demande, lors de notre première rencontre avec lui, il me semble pertinent de s'interroger sur le pourquoi. Effectivement, notre patient douloureux, pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire, a, lui, pour simple demande, une objectivation rapide de la douleur. Il est attentiste d'un traitement ou d'une solution efficace et adaptée qui lui permettra de ne plus souffrir. Il a d'ailleurs souvent la conviction que la douleur a une origine organique. Et il exprime parfois son mécontentement contre les différents spécialistes qui ont balisé son parcours sans avoir pu le soulager de façon notable et durable. Ces premiers entretiens sont empreints d'anxiété et de pessimisme au regard des nombreuses démarches antérieures qui n'ont jamais réellement abouti. Lorsqu'il arrive en consultation chez nous, psychologue, c'est souvent parce que le médecin, à juste titre, nous l'a orienté d'ailleurs. Et de ce point de vue, on peut dire que dans la majorité des cas, la demande est induite et la relation déjà quelque peu biaisée.
d'autant plus que lorsque la souffrance psychologique n'a pas vraiment été repérée chez le patient ou a résisté à un mécanisme de défense élaboré. J'ajoute, en premier lieu, nous avons effectivement à mesurer chez le sujet la possibilité d'une ouverture langagière ou pas. Et précisément, celle-ci peut être oblitérée par l'absence de démarche personnelle et de ce que l'on attend de lui, les attendus édictés par le médecin, par exemple. Nous tentons alors de transformer une relation imposée ou orientée en stratégie de cohabitation, en alliance thérapeutique, je dirais plutôt relation thérapeutique, c'est-à-dire de trouver et d'inventer les moyens de la rencontre clinique et de faire émerger une demande plus consciente. Car s'il est là, la demande est déjà un petit peu là, parce que personne ne l'a pris par le col pour l'amener dans votre bureau. Donc, même si la demande, elle est défensive, agressive, passive, n'empêche qu'il est là. Et ça, c'est quand même déjà un début de quelque chose. Et l'intervention du clinicien peut être la déterminante. Il essaye de favoriser une voie de frayage entre ce qu'il pourrait entendre de l'obligation donnée par le médecin et une démarche personnelle quand même, en sollicitant essentiellement la réalité psychique du sujet et en s'autorisant parfois à prendre une certaine distance à l'endroit des attendus. En clinique de la douleur, alors, on peut entendre la quête du patient concernant un diagnostic comme le refus ou l'impossibilité à ce moment-là d'envisager la plainte et la douleur à un autre niveau que celui de l'organicité. Ces défenses, elles ont une fonction de contrôle, bien sûr, de maintien à l'intérieur du corps de l'agressivité et de l'angoisse. Et le psychologue a bien pour objet de préciser la fonction de la plainte et de la douleur, plainte manifeste et bien sûr plainte latente. Le patient, dans cette perspective d'objectivation, je reprends le topo de Françoise, de sa douleur, peut alors nous questionner sur la réalité de celle-ci, sur les solutions que nous pouvons lui proposer. Hélas, la causalité psychique n'est pas linéaire, on l'a dit déjà, et en clinique de la douleur, la corrélation n'est jamais si simple et la souffrance très singulière. Le patient pose naturellement ces questions pour être rassuré, pour trouver du sens, pour comprendre la maladie, la douleur, pour trouver une manière de faire face. Et dans un objectif inconscient, bien sûr, de réparation de la crise identitaire et de l'atteinte narcissique qu'il traverse de façon durable. C'est-à-dire que le psychologue va interroger cette demande manifeste qui traîne avec elle un contenu plus latent, évidemment, que le patient ne connaît pas quand même, puisque c'est latent, qui serait donc un petit peu inconscient. Et dans quelle mesure ce contenu inconscient n'est pas justement l'une des raisons pour lesquelles il est venu nous voir. Lorsqu'il ne prend pas conscience de la participation psychologique à la douleur, lorsque le patient ne prend pas conscience de la participation psychologique à la douleur, il va être nécessaire alors de lui rappeler dans un premier temps le rôle de cette dimension dans la symptomatologie présente. Lui faire prendre conscience que la douleur n'existe pas sans émotion et le rassurer sur la réalité de celle-ci. L'amener aussi à réaliser et prendre conscience des aspects délétères de cette douleur au plan cognitif, comportemental, va lui permettre d'alléger une culpabilité, peut-être de mieux tolérer la souffrance qui accompagne la douleur. Vous voyez, on n'est pas toujours raccord entre douleur et souffrance. Les premiers discours du patient sont majoritairement centrés sur la douleur et ses répercussions avec une fixation importante de la pensée sur ces aspects. Mais souvent, c'est l'anamnèse faite avec lui qui va donner lieu à l'émergence de l'émotion et à quelques liens non faits jusque-là. Un parent décédé, un trauma, un deuil, que sais-je. Et je rajoute, au-delà du bilan et de la visée diagnostique, le psychologue va s'attacher à faire le point aussi sur les ressources du patient et sur ses capacités de mobilisation psychique. Ces consultations, elles s'inscrivent dans un entre-deux du psychologique et du somatique, un espace interstitiel, je disais, jusqu'alors laissé au tout somatique. Et la clinique des patients douloureux chroniques montre combien les consultations avec le psychologue clinicien ouvrent à un espace de parole tolérant le dépôt de la plainte, et combien c'est important, mais qui ne porte pas l'étiquette de la psychiatrie, et qui va tendre à préserver le narcissisme fragile de ces patients, tout en proposant une écoute suffisamment différente de l'approche médicale pour accompagner le patient dans sa quête de sens. Ainsi, et je reprends le topo de Françoise, s'il investit un autre lieu de parole tel que nous pouvons lui proposer, il pourra remettre en mouvement ses propres processus de pensée et ainsi avoir accès à des processus d'élaboration peut-être jusqu'alors verrouillés.
En ce sens, il s'agira pour le patient de s'ouvrir à d'autres représentations de la douleur en laissant de côté l'aspect défensif afin de mettre en sens l'expérience douloureuse. Pour conclure, l'objectif, le but que l'on poursuit lorsqu'on adresse un patient douloureux chronique à un psychologue, le pourquoi, est envisagé dans une triple perspective, d'après Françoise Hirsch. Celle-ci se définit par la place et les fonctions qu'occupent le psychologue et les somaticiens, confrontés et impliqués dans la souffrance et la subjectivité du patient douloureux chronique qu'il rencontre. À partir de ce constat, demander un avis au psychologue sous-tend qu'il existe une prise en compte globale du patient, permettant une lecture autre, voire différente, du symptôme douloureux. Demander un avis au psychologue permettra aussi d'harmoniser et renforcer la cohésion qui doit exister entre les différents acteurs de l'équipe pluridisciplinaire en charge du patient, en donnant parfois du sens là où il faisait défaut. Demander un avis au psychologue pourra être la possibilité pour le patient douloureux d'accéder à un discours qui ne sera plus monopolisé par la plainte douloureuse et pouvoir enfin parler de la souffrance globale. Et dernier point, demander un avis au psychologue, c'est aussi favoriser la circulation de la parole du patient avec les soignants et la co-création d'une pensée entre les soignants concernant ce même patient. La finalité étant d'aboutir à des propositions thérapeutiques concertées, adaptées, qui permettront aux patients d'obtenir un soulagement global, tant sur le plan somatique que psychologique, et d'espérer ainsi retrouver une identité qui n'est plus définie par la douleur. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois pour ces interventions à la fois riches, complètes et complémentaires aussi, j'ai trouvé, personnellement, qui m'ont levé pas mal de réflexions et de questions. Alors, je vais commencer peut-être par Fanny. En fait, je voulais mettre en lumière le fait que là, on évoque quand même la situation de patients qui souffrent de syndrome douloureux chronique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une plainte, pour rebondir sur le titre de ton intervention, une plainte qui s'inscrit dans la durée. Classiquement, on définit la douleur chronique après 3 à 6 mois d'évolution, et on parle de douleurs, en effet, Antoine l'a abordé en introduction, de douleurs plutôt réfractaires, c'est-à-dire qui ne répondent pas au traitement usuel, habituel des douleurs. Donc ça, je pense qu'au niveau psychologique et social, c'est extrêmement important de l'avoir en mémoire. Ça influence évidemment le vécu du patient, et c'est des questions un parcours qu'il faut bien avoir en tête, qu'il faut, du côté du psychologue, à mon avis, bien explorer. C'est-à-dire, finalement, ce patient-là, mon intervention, elle s'inscrit dans quel parcours, après quelles autres interventions. Ce que vous avez relevé dans vos 3 interventions, c'est la notion d'impuissance des patients, de colère, de sentiment d'injustice perçue, sentiment de honte. Donc moi, j'en viens à ma question finalement. Est-ce que la première fonction, le premier acte du psychologue, ce serait pas de travailler avec le patient sur un besoin d'appartenance à la communauté des êtres souffrants qui a pu être à mal, qui a pu être fragilisé par son parcours de soins. Et je pense en particulier, que tout ce que je viens de citer, c'est peut-être beaucoup plus marqué chez les patients pour lesquels on ne peut pas objectiver la douleur, c'est-à-dire des patients qui vont vous dire j'ai fait tel ou tel examen, c'est négatif, et on m'a dit que vous pouvez plus rien pour moi. Voilà, le micro aussi, il peut plus rien pour moi. Voilà, donc il y a comme un syndrome de l'imposteur, et souvent les patients, ils se sentent incompris, bien sûr, abandonnés. Alors, et ça fait traumatisme aussi, et ça peut en effet, ça peut s'inscrire dans une histoire traumatique, avec des blessures de lien, des blessures d'attachement. Mais je trouve que voilà, c'est
Et c'est très marqué, voilà, ils ne comprennent pas qu'on puisse avoir mal et que ça ne se voit pas. Voilà. Alors comment le psychologue peut se positionner par rapport à ça? Comment il peut, quel premier acte il peut instaurer par rapport à cette question du sentiment d'appartenance qui est effracté? Alors, merci. C'est vrai que c'est intéressant cette notion d'appartenance. Moi, je me souvenais, quand j'étais encore stagiaire, j'étais pas encore diplômée, il y avait une dame une dame qui arrivait dans le secrétariat du centre de la douleur et en fait elle avait une sorte, enfin c'était pas un arrosoir mais c'est un pichet, voilà, un pichet d'eau et elle était en train d'arroser les plantes du secrétariat et puis je me demandais, elle avait l'air très à l'aise mais elle semblait pas être une personne ni service technique ni agent de service ou autre et puis je la laissais faire, je la regardais, ma foi elle souriait, elle discutait, je répondais aussi. Et puis lorsqu'elle est partie, j'ai posé la question de savoir qui elle était. Et puis tu connais pas Madame Machin? Enfin quand même, ça fait des années qu'elle vient là. C'est Madame Machin qui vient arroser les plantes quand elle vient. Et voilà. Et effectivement, tout le monde la connaissait. Moi, je ne la connaissais pas et elle appartenait finalement d'une certaine manière à l'institution. Bon, il se trouve qu'elle avait un traitement elle qui nécessitait qu'elle revienne régulièrement, mais quand même quoi. Et c'est vrai que ce besoin d'appartenance, alors en allant voir le psychologue, mais la structure douleur en fait, c'est aussi parfois les patients qui disent mais je suis suivi au centre de la douleur. Alors, en pire, centre antidouleur, quoi, un centre antipoison. Et donc là aussi, ça donne un tampon, une validation, un sentiment d'appartenance. Et quelquefois, nous, notre travail, c'est effectivement plutôt de le rediriger aussi vers l'extérieur, puisque souvent je dis, plus vous venez, plus vous posez la question pourquoi vous venez, donc plus vous y pensez, plus ça fait mal aussi quelque part, un peu avec cette idée-là. Mais c'est effectivement difficile pour eux d'entrevoir, de aussi désinvestir ce lieu-là et donc ces personnes-là. Et puis un autre exemple, c'est que je pratique aussi l'hypnose et parfois les patients, on les a évalués, mais on les a rencontrés déjà 1, 2, 3 fois avant de démarrer la médiation et quand ils racontent quand ils rapportent ce qu'ils disent à leur entourage de pourquoi ils viennent voir le psychologue, ils disent oui j'ai dit que de toute façon je venais pour faire de l'hypnose et donc ça fait déjà 3-4 séances qu'on n'a rien fait, en tout cas pas de l'hypnose, on a fait probablement autre chose, mais voilà, il y a aussi ce tampon, je suis au centre de la douleur, je vois le psychologue, on fait des techniques, des choses, il y a, moi ça m'évoque un petit peu ça. Après, comment un patient fait, je pense qu'il le psychologue fait, je pense qu'il bricole effectivement en fonction du patient, de ses attentes et de sa demande latente aussi. Merci beaucoup Fanny. Moi personnellement, la première chose que je valide en effet, et ça a été dit dans les présentations, c'est l'expérience sensorielle de la douleur. C'est-à-dire que je leur demande de me parler de se raconter devant moi l'histoire de leur douleur. Voilà, ça me semble quelque chose d'extrêmement fondateur avant, ensuite de pouvoir aborder des questions plus émotionnelles, plus cognitives, plus adaptatives. On parle de ressources d'adaptation, de coping, de dimension existentielle, de sociabilité. Voilà, je pense que la plainte, c'est d'abord reconnaître l'expérience sensorielle, et puis ensuite, je pense que le travail du psychologue, c'est un travail de lien, en effet, de liaison, de ces plaintes sensorielles, de ces incapacités, avec des aspects psychologiques pour soutenir l'élaboration, en effet, d'une attente et d'objectifs thérapeutiques qui vont s'intégrer à un projet thérapeutique individualisé au sein de l'équipe. Et j'avais une deuxième question aussi. D'après toi, dans sa forme comme dans son contenu, est-ce que les différents membres de l'équipe pluriprofessionnelle douleur chronique reçoivent la même plainte du même patient? Alors, je pense que c'est effectivement très très individuel aussi, très singulier, mais ce qui est en tout cas étonnant en tant que psychologue, c'est que bien souvent, à un moment donné, le patient ne se plaint plus de sa douleur physique. En tous les cas, parfois, si on ne savait pas qu'on était en structure douleur, je pense que le travail pourrait se faire ailleurs. Mais voilà, ça c'est quand il y a déjà un travail qui a été effectivement mis
démarrer, notamment le travail de la demande, le travail de validation de la plainte, tout ça, mais voilà. Bon, Merci. Alors là, c'est une question, mais peut-être pour nos 3 intervenantes. C'est la question des consultations pluriprofessionnelles à plusieurs. Alors, moi, j'ai une petite expérience avec ce qu'on appelle les hôpitaux de jour, c'est-à-dire que le patient vient sur une matinée, une après-midi, et il voit successivement médecin, psychologue, infirmière. Voilà, est-ce que voilà, vous avez une expérience de ce genre de dispositif, et comment on reste, quel peut être les bienfaits, les apports pour le patient, pour l'inscrire dans une dynamique de soins, pour comprendre la complémentarité aussi des acteurs. Alors, la pratique pluriprofessionnelle est en effet fréquente au sein des structures douleurs. C'est vrai que c'est ce qui fait aussi que, comme on le rappelait dans les premières interventions, que c'est rarement seul que l'on arrive à avancer. Et c'est donc à plusieurs avec le patient qui est tout à fait primordial. Et c'est ce qu'on fait dans les SDC. Alors, que l'on soit successivement ou que ce se fasse dans le même moment, et notamment les consultations pluridisciplinaires, pour ma part, peuvent se faire en présentiel, dans le même espace-temps, médecin et psychologue, parfois des fois plusieurs médecins, permettant ainsi, en présence du patient, de pouvoir avoir une dynamique tout à fait intéressante et de permettre de réunir en fait ces différentes dimensions qui restent des fois clivées entre le psychisme et le soma, puisque ça c'est quand même une réalité du terrain très très prégnante et que souvent le patient va le reprendre aussi à son fait. Le fait qu'on soit dans la même pièce, qu'on ait un discours cohérent, qu'on soit en commun et que ce soit accessible au patient aussi et que le patient puisse nous faire des retours sur ce qu'il va dire et d'une richesse thérapeutique tout à fait intéressante. Et ça, c'est vrai que c'est un outil vraiment aidant. L'hospitalisation de jour peut permettre, parce que l'évaluation psychologique qu'on va faire en consultation pluridisciplinaire est par contre différente de celle qu'on va faire en consultation individuelle. Et donc, l'hospitalisation de jour permet peut-être de pouvoir développer cette évaluation d'une manière un peu plus intéressante. Par contre, il me semble important de privilégier ce moment à la fin de l'hospice de jour de partage des points de vue et alors souvent pas en présence du patient pour des raisons d'organisation, mais qui va permettre d'aboutir aussi à l'élaboration de quelque chose à la suite de cette hospitalisation de jour. Donc ça, c'est une démarche souvent que l'on retrouve en consultation douleur et qui est très intéressante à cet égard. Je sais pas si je réponds. Si, tout à fait, Séverine. Est-ce que vous allez jusqu'à restituer aux patients, parce que nous on a cette expérience depuis 2 ans, de restituer au terme de l'hôpital de jour aux patients, à 3 professionnels, nos observations, nos propositions. Ouais, c'est à mon avis un élément tout à fait intéressant. Ouais. Après, c'est des fois difficile à organiser parce que concrètement, ça prend énormément de temps, mais bon, c'est vrai que les retours des patients sont quand même assez positifs en général. Nous, on le fait avec le courrier qui est adressé et la consultation suivante qui va permettre de reprendre et ainsi de suite, qu'elle se fasse en pluri ou qu'elle se fasse en individuel, quel que soit l'intervenant qui va, il va pouvoir se baser sur le compte rendu qui sera fait ou mais c'est vrai que le fait de pouvoir le faire en présentiel et d'avoir ce temps d'échange, parce que ce qui, moi, me semble vraiment très important en douleur chronique, c'est de pouvoir avoir cette dynamique et de pouvoir travailler sur cette évolution et cette élaboration que l'on a évoquée par rapport aux différents éléments, que ce soit par la parole, par le recours à différents outils, que ce soit par le dispositif que l'on va proposer. Ce qui est important, c'est justement de pouvoir relancer des processus, souvent que la douleur va figer à un instant T, et qui va des fois être figé par notre fonctionnement aussi, des fois très clivé et très séquentiel par rapport aux patients, alors que souvent, ce qui est nécessaire, c'est de pouvoir relancer cette dynamique, permettant aux patients de pouvoir se positionner autrement et peut-être de ne plus être impatients. Oui, je te rejoins, ça me fait penser à un édito que j'avais lu, je crois que c'était dans une revue européenne sur la douleur, peut-être l'European Journal of Pain, un édito de Serge Perrault, un ancien président de la SFETD, qui disait que finalement, alors il parlait des patients fibromyalgiques, il disait qu'il y a un
triple travail de lien à faire avec ces patients, le lien évidemment corps-psyché, le lien entre les professionnels de la santé mentale et les somaticiens, et le lien entre le patient et les autres êtres humains et la société en général. Donc ça me fait vraiment penser à ça, et moi je signifie régulièrement aux patients que je ne suis pas un électron libre, que je m'inscris dans un travail d'équipe pluriprofessionnelle et que, avec son accord, eh bien, je pourrais être à même à partager certaines données, et que il y a des professionnels qui, en réunion de concertation pluriprofessionnelle, vont discuter de cette situation, vont débattre pour son bien-être. Ça me semble quelque chose d'important à rappeler. Si on a encore un peu de temps, j'avais au moins deux autres questions. C'est la question alors qui a été abordée tout à l'heure. On a parlé de la musique en consultation de douleur. La question du contre-transfert du psychologue, parce qu'on parle quand même de patients avec une plainte importante, itérative, parfois empreinte d'agressivité, de colère. On peut pas éluder évidemment la question du psychotrauma. Antoine l'a évoqué dans son introduction. C'est souvent des patients qui ont des blessures d'attachement extrêmement profondes, hein, qui sont là, qui sont souvent antérieures à l'expérience même de la douleur aiguë. Je vais revenir à ma question. Finalement, comment le psychologue peut résister à cette détresse, à cette souffrance, en particulier dans le travail d'équipe? Comment il peut composer avec ça au mieux pour éviter ce qu'on appelle l'usure de compassion? On parlait de burn-out, mais voilà, il me semble que alors c'est pas une question propre au psychologue, mais il peut pas y échapper non plus. Comment prendre soin de soi avec des patients qui sont si meurtris, si en difficulté, si traumatisés? Ouais, c'est une question tout à fait intéressante, mais on va du coup aller très très loin, je pense. Mais ce qui me vient à l'esprit en t'écoutant, il y a deux éléments. Il y a le cadre d'intervention. Donc toujours rappeler le cadre d'intervention. Et dans le cadre, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut pas faire. Et donc, du coup, ça permet de pouvoir asseoir notre intervention et d'une certaine manière de pouvoir aussi avoir des éléments de repère. Et la deuxième chose qui m'est venue à l'esprit en t'écoutant, c'est aussi du coup par rapport à l'équipe. Parce que souvent, si nous, on a un contre-transfert difficile, même si on a notre histoire, notre parcours, souvent c'est que dans l'équipe, elle y est aussi, et c'est tout à fait intéressant de travailler là aussi en équipe. C'est ce qu'on fait dans nos réunions, mais aussi dans notre collaboration, et des fois certaines équipes ont des démarches de supervision, ce qui est tout à fait intéressant. Mais du coup, voilà, c'est ça qui me vient à l'esprit, parce que le soutien vient aussi des fois au niveau de l'équipe et du partage de ce contre-transfert négatif que l'on peut avoir. Oui, et puis alors je sais pas pourquoi, parce que ta question commençait par la musique. Alors moi je l'associe aux ressources, donc oui, les ressources du psychologue personnel bien sûr, mais après il y a son travail aussi personnel, hein, je pense, qui permet de supporter aussi l'intervision aussi, hein, bien sûr, les groupes d'intervision qui sont aussi très riches et qui permettent aussi là voilà, de supporter, de mettre au travail un certain nombre de choses. Une petite question. 2 minutes? Allez, 2 minutes. Sur les échelles. Toi, Séverine, moi j'ai vu fleurir ici. Alors, Antoine le disait tout à l'heure, en fait, que les outils du psychologue sont pas protégés, donc à peu près tout le monde les utilise. J'ai vu fleurir l'utilisation en particulier d'échelles. Tu as cité par exemple l'échelle de catastrophisme. Une échelle parmi d'autres, utilisée dans des cadres par des non-professionnels de la santé mentale, des non-psychologues, en particulier dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient.
soit pour sélectionner des patients, sans forcément qu'il y ait eu l'intervention du psychologue, et ou pour évaluer l'évolution du patient avec une éducation thérapeutique. Qu'est-ce que tu en penses? Un peu polémique comme question. Bah, c'est une réalité du terrain. Hein. Je me suis déjà arraché les cheveux en voyant comment on pouvait être utilisés les questionnaires. Hein. Que ce soit le passage en hétéro-évaluation parce que le questionnaire nous embête et on enlève des questions qui nous embêtent. Alors ça, c'est royal. Comme le fait d'utiliser, alors tu as dit pour sélectionner, ça c'est d'une manière déjà rien que ça, et qui perd tout son sens. Et c'est justement l'objet du topo de pouvoir rappeler qu'il y a toute une démarche autour de l'utilisation de ces questionnaires qui peut le permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus riche que de simplement d'avoir un chiffre qui nous dit tel ou tel élément. Parce que quand bien même le chiffre en lui-même nous dirait une évolution, dans le test-retest par exemple, ou dans une dimension qui serait présente ou non, c'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que le patient va pouvoir en faire en tant que tel. C'est ça qui me paraît intéressant. Et c'est justement la valeur ajoutée de l'intervention du psychologue, qui certes va prendre du temps du coup, puisque le cas d'intervention va être intéressante, mais c'est justement de pouvoir avoir cette possibilité de prêter notre appareil à penser et de le travailler avec les patients pour pouvoir relancer des dynamiques et des choses tout à fait intéressantes. Ouais, merci beaucoup. Oui, je te rejoins tout à fait. Donc ça pose la question aussi de la place que le psychologue arrive à construire au sein de l'équipe pour ne pas être finalement un choix par défaut. Hein, c'est-à-dire qu'on essaye des thérapeutiques, on regarde si ça marche et si ça marche pas, on fait intervenir le psychologue. Donc aujourd'hui, on regarde l'évolution des connaissances. L'intervention psychologique, dans bien des cas, doit être une intervention de première intention et complémentaire aux autres interventions. Mais ça demande quand même une certaine forme de diplomatie et un travail au long cours pour maintenir cette position dans les équipes. Merci beaucoup pour vos présentations et ces discussions très, très enrichissantes.